Bon, bonjour. Je ne sais pas si nous avions commencé le chapitre 18 la semaine dernière ou pas. En tout cas, on va le poursuivre si on n'a pas commencé. Donc, bon, la question, ce chapitre est particulièrement important finalement parce que d'abord il est le dernier qu'on va traiter, et puis ensuite il résume un peu tous les épisodes précédents en apportant davantage de concurrence à quelques points qu'on a laissés un peu de côté à certains moments. Donc dans ce chapitre, la question qui est posée, c'est celle de la valorisation. Pas forcément de la valorisation d'une entreprise, mais de la valorisation d'un projet porté par une entreprise. Donc, choix d'investissement et politique financière. Choix d'investissement, il faut toujours dire que le choix d'investissement, dans l'idée de Modigliani Miller, c'est un jeu d'enfant, puisque l'idée de base, c'est juste d'essayer de regarder la création de valeur d'un projet, ce que j'ai appelé le delta V. Le delta V en question ne dépend pas de la structure financière, ne dépend pas de la manière dont le projet est financé, et ensuite de comparer ce delta V au coût du projet, et donc calculer la valeur nette, la valeur actualisée nette du projet, et ensuite avoir comme critère le fait qu'elle doit être positive ou nulle. On a déjà pas mal discuté de cette question-là, notamment avec l'équation de création de valeur. On voit bien qu'il peut y avoir des difficultés qui peuvent survenir, notamment, même dans le cas de Modigliani Miller, s'il y a une dette qui existe déjà à l'intérieur de l'entreprise, d'accord ? C'est des questions qu'on a déjà pas mal développées, on va continuer à le faire. Donc, pour faire ça, la question qui est posée ici, finalement, dans ce chapitre, c'est celle de la question du delta V. Comment peut-on essayer de mesurer la création de valeur associée à un projet, sachant qu'on dispose des flux de trésorerie du projet et éventuellement de la fiscalité qui est associée à l'environnement d'entreprise. Donc, voilà ce qu'on doit faire. Il faut simplement trouver la vanne de delta V et puis ensuite regarder si on va mettre en œuvre ou pas le projet. On va essayer de voir comment calculer une valeur. Pour calculer une valeur, il suffit simplement d'actualiser des flux. C'est toujours la même chose. Donc, des flux ou des espérances de flux. Donc, il faut d'abord repérer les flux, et puis ensuite, il faut trouver le facteur d'actualisation qui correspond au niveau de risque correspondant à ces flux. C'est le grand principe de la finance. Pour trouver la valeur présente d'un flux futur, il faut tenir compte de la nature du flux. Si le flux est déterministe, il faut utiliser un taux d'intérêt sans risque. Si le flux est risqué, il faut repérer la nature du risque et adjoindre au taux d'intérêt une prime de risque correspondant à ce qu'attendent les investisseurs, ou à la manière dont le marché valorise ce risque. Donc on va rester dans le cadre de ce chapitre, dans le cadre de Modigliani Miller, donc il n'y a rien de vraiment très très neuf là-dedans, à part qu'on va avoir un peu de fiscalité peut-être à certains moments qui va modifier un peu ce cadre. Par contre, on ne va pas regarder ce qui est à l'extérieur de Modigliani Miller, en tout cas ici. On ne va pas essayer de réfléchir aux conséquences des décisions de financement sur les flux de trésorerie, par exemple. On a examiné le coût des difficultés financières, les problèmes de coût d'agence, etc. Plein d'éléments qui font que finalement, les flux de trésorerie eux-mêmes finissent par dépendre de la manière dont est financé le projet. Donc tout ça, c'est à l'extérieur de Modigliani Miller, et donc on n'en parlera pas dans ce chapitre. Voilà. Alors, quand on parle de valorisation, puisque c'est le sujet ici d'un projet, donc essayer de repérer le V ou le delta V, alors, je sais pas, je mets delta V pour dire que c'est un projet. C'est quelque chose qui s'ajoute à ce que fait l'entreprise. Bon, il y a trois méthodes. Qui sont qu'on va étudier, qui sont d'un côté la méthode du coût moyen pondéré du capital, la méthode de la valeur actualisée nette ajustée, la VANA, et puis la méthode des flux de trésorerie destinés aux actionnaires, qui est le FTDA. Ces méthodes, elles sont parfaitement équivalentes, elles reposent sur la même logique. Donc en fait, c'est pas trois méthodes, c'est trois manières de faire. Il y a une seule méthode, une seule manière de valoriser ici les entreprises qu'on va mettre en avant. Simplement, il y a trois manières d'aboutir au même résultat. Donc il faut d'abord comprendre quelle est la manière la plus adaptée dans la situation qu'on tente d'analyser. Finalement, qu'est-ce qui permet d'arriver le plus vite au résultat. Et puis ensuite, comprendre pourquoi ces méthodes sont équivalentes. Okay ? Donc quand on m'explique moi qu'il y a plusieurs manières de valoriser une entreprise, et que c'est ça les manières, les méthodes, c'est juste une question de méthode, c'est pas une question de philosophie derrière. La philosophie, elle est toujours celle de valoriser les flux à leur valeur présente en tenant compte du risque qui est associé.
Donc il s'agit d'utiliser la plus pertinente. Il y a quelque chose que je laisse de côté, mais que j'aime bien rappeler parce que je pense que c'est vraiment quand même un truc qui me semble moi essentiel. C'est la manière dont à un moment j'ai posé en fait ce qu'était un investissement à l'intérieur d'une entreprise. Donc, je pense que ça c'est une idée importante que je remets ici. Hein. Quand vous avez le bilan d'une entreprise, okay, vous avez la valeur de l'entreprise. Et puis, ce que nous dit Modigliani Miller dans la version la plus simple, c'est que cette valeur se décompose entre valeur des capitaux propres et valeur de la dette. Okay, donc, quand on ajoute, donc ça c'est l'entreprise telle qu'elle est avant qu'elle mette son brevet. Il faut bien comprendre comment le brevet entre dans le bilan. D'accord. Et évidemment, calculer la valeur du brevet, c'est un ingrédient de ce qui rentre dans ce bilan. Donc, si j'ajoute un brevet à ça, je le mets en rouge. Okay, c'est quoi un brevet d'abord? Un brevet, c'est la donnée ici, à ce stade, du coût du brevet, donc le prix que vous allez payer pour acheter la photocopieuse, et puis la question auquel on va chercher à répondre dans ce chapitre, le supplément de valeur qui est dégagé par ce brevet. D'accord? Donc c'est comme ça que je définis un brevet. Donc la définition du brevet, évidemment, ce qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est comment on trouve le delta V, puisque le prix de la photocopieuse, on le connaît, on sait c'est un flux, c'est quelque chose qui est instantané, vous le connaissez immédiatement. Le delta V, c'est une construction, et donc le chapitre, il est destiné justement à voir comment on peut mesurer ce flux en question. Autre notion évidemment importante que j'ai également développée, c'est l'idée de valeur actuelle nette du brevet. Donc, delta V moins I, c'est le critère de la valeur actuelle nette du brevet. Comment un brevet rentre dans le bilan? Donc vous êtes à l'instant 0, vous mettez en œuvre un brevet. L'impact du brevet, c'est simplement le fait que le brevet, il augmente l'actif économique de l'entreprise. D'accord? C'est ça, il augmente l'actif économique de l'entreprise. Donc c'est un delta V qui se met à gauche dans le bilan. Et puis, sur le côté droit, vous allez indiquer comment est financé le brevet. En fait, pour financer le brevet, il a un coût I, d'accord? Vous pouvez le financer, il y a 3 manières de le financer. Vous pouvez le financer en vous autofinançant, vous pouvez le financer par fonds propres, vous pouvez le financer par dette, d'accord? Comment ça s'inscrit au bilan? Appelons A la proportion, et je viens après l'expliquer, la proportion du brevet qui est financée par dette. Donc voilà, vous pouvez vous endetter, d'accord, à hauteur de AI, c'est votre dette supplémentaire liée au financement du brevet. Et A, c'est la proportion du brevet qui est financée par dette. Donc évidemment, vous allez aussi me dire que si le brevet, puisque ici je suppose qu'il est financé par dette, et je vais revenir après par capitaux propres, notre manière de financer le brevet, c'est d'émettre des nouvelles actions. Donc c'est aussi augmenter les capitaux propres, d'accord? Si A est financé par dette, ça signifie que le complémentaire est financé par émission de capitaux propres. Et vous voyez que si maintenant je cherche à équilibrer, ce bilan, un bilan, il est toujours équilibré. Il doit donc être équilibré dans la situation initiale également. Vous voyez ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois ajouter pour que le bilan soit équilibré en rouge et noir, dans les deux à la fois? Du côté gauche, j'ai rajouté delta V. Du côté droit, j'ai rajouté I, qui finalement est la manière dont le financement est fait. Okay, ce qu'il faut rajouter, c'est l'équation de création de valeur, en fait. C'est le fait qu'il y a une vanne du brevet qui est simplement égale à delta V moins I. Et vous voyez que si j'écris les choses de cette manière-là, mon bilan, il apparaît comme équilibré. Donc on comprend aussi dans cette affaire, ici je parle d'un brevet qui est non risqué, qui ne change pas la valeur de la dette de l'entreprise, qui ne change pas la valeur de la dette préexistante de l'entreprise. Okay, c'est un point qui est important. Il n'y a pas de delta Q. Mais c'est bien ça l'idée qu'on a. Donc on voit bien dans cette équation que c'est bien les actionnaires qui s'accaparent la vanne du brevet et qui vient augmenter la valeur des capitaux propres. Encore une fois, cette équation, elle est juste quand même à une condition, dès lors que le brevet ne vient pas modifier le risque qui porte sur l'entreprise et particulièrement le risque de sa dette. Évidemment, il y aurait pu aussi y avoir une petite destruction de valeur ou une création de valeur, je ne sais pas, si le brevet avait modifié le risque de la dette. Ici, j'ai exclu cette situation. Autre aspect aussi important, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous devez évidemment
dans ce que j'ai présenté ici, vous devez aussi tenir compte d'un élément qui est le financement par autofinancement. En fait, ça c'est facile à comprendre. C'est que si vous prenez le A en question, en fait, le A en question, c'est la manière dont le projet a été financé. En fait, le A, il peut aller de moins 100%, il peut aussi être négatif, jusqu'à 100%. Bon, on pourrait aller au-delà s'il y avait en plus une opération d'émission d'actions pour changer la structure de bilan. Mais c'est quoi un A de moins 100%? Qu'est-ce que ça signifierait un A de moins 100%? Je dis le A, il peut aussi valoir moins 1. C'est quoi un A de moins 100%? Vous voyez, A, en fait, il peut prendre ses valeurs entre moins 100%, entre moins 100% et 100%. Bon, on est d'accord que 100%, vous êtes d'accord avec moi, que c'est un financement par dette uniquement. Ok? 0%, c'est un financement par capitaux propres. Et c'est quoi moins 100%? Exactement. Moins 100%, c'est l'autofinancement. L'autofinancement, c'est quoi? C'est le fait que vous avez une trésorerie. Une trésorerie, n'oubliez pas que c'est une dette négative. D'accord? Donc, utiliser sa trésorerie pour financer un projet, c'est simplement, en l'occurrence, c'est neutraliser, c'est enlever, en fait, c'est bien, dans ce cas-là, on est d'accord que c'est bien enlever de la dette, quoi. Faire baisser le VD, ok, en mobilisant la trésorerie de votre entreprise pour pouvoir financer ce projet, d'accord. Donc, c'est ça, l'auto-financement. Ça pourrait être vu comme ça. Bon, donc voilà la situation. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas tout ça, ça on l'a déjà plus ou moins fait, c'est s'intéresser au delta V. Alors, il va falloir faire un peu de comptabilité, il y a un côté un peu... on va revenir notamment sur ce qu'on avait vu sur la comptabilité, enfin, sur la comptabilité des flux, etc. Donc je pense que là-dessus, il faut que vous soyez... faut que vous l'appreniez, il faut que vous soyez un peu à l'aise. Les quelques équations comptables qu'on a vues, il faut que vous les maîtrisiez. C'est surtout ça qu'on va faire. Donc le plan, c'est ça, bon, c'est pas très intéressant, je suis pas sûr qu'on ait allé jusqu'au bout. Ça, c'est le plan du livre, donc je vais pas m'y intéresser. On va voir 3 hypothèses dans le chapitre, et les 3 hypothèses, elles sont vraiment, enfin, les 3 hypothèses de base, on va peut-être en lever de temps en temps, et ces 3 hypothèses, elles sont très importantes. Première hypothèse, le projet d'investissement est exposé au risque moyen de l'entreprise. D'accord? Il ne change pas la nature du risque pesant sur l'entreprise. Évidemment, ce qui est une hypothèse un peu énorme, puisque quand une entreprise fait un projet, c'est peut-être justement pour faire un projet qui est innovant et qui va explorer des états de nature dans lesquels l'entreprise n'était pas présente. Deuxième hypothèse, sur laquelle aussi on reviendra à d'autres moments, c'est que le levier de l'entreprise est constant. Il peut être constant. La proportion de dette ramenée à la proportion d'equity peut être constant. Donc là aussi, on peut avoir une discussion sur la probabilité de faillite. Vous voyez que une des raisons pour lesquelles la valeur de la dette puisse changer, c'est éventuellement que la prime de risque sur la dette augmente parce que le projet fait prendre des risques à l'entreprise. D'accord? Et dans ce cas-là, la valeur de la dette va baisser puisque la prime de risque va augmenter. Ici, en disant que le projet est exposé au risque moyen de l'entreprise, en fait, j'essaye de neutraliser en quelque sorte cet effet-là. D'accord? Quand on parle de levier, on parle bien de levier en valeur de marché, en tout cas dans l'analyse telle que je la développe ici de Modelli Miller. Et donc évidemment, le levier peut aussi se modifier, pas seulement parce que l'entreprise emprunte sur les marchés, mais simplement parce que l'entreprise, en mettant en œuvre un nouveau projet, c'est prendre davantage de risques à la dette préexistante. Donc on avait toute cette discussion. Ici, je n'ai pas l'impression que dans ce chapitre, j'ai beaucoup parlé de ce cas, mais il faut toujours l'avoir en tête. Et puis, l'hypothèse 3, c'est que l'unique imperfection, je ne sais pas si on peut parler d'imperfection, une forme d'imperfection relativement simple, c'est la fiscalité. D'accord? On ne va pas rentrer dans des coûts de difficultés financières, encore que ça on pourrait le faire, mais dans des asymétries d'information, des coûts d'agence, etc., qui évidemment compliqueraient beaucoup les choses. De toute façon, c'est les points sur lesquels on va voir. 3 méthodes. Coût moyen pondéré du capital. Je résume ici les méthodes. Est-ce que c'est intéressant de les résumer ici ou pas? Je pense que c'est plutôt quelque chose qui va apparaître ensuite, donc peut-être pas vraiment envie de le dire. CMPC, VANA, FTDA. 3 méthodes différentes pour arriver normalement au même résultat. Donc
comprendre ces méthodes et comprendre quelle est la plus pertinente à utiliser. Donc, je ne vais pas en dire plus sur ce transparent. Rappel très important, c'est un slide qu'on a déjà vu. Donc, tout ce qu'on a vu sur les flux de trésorerie disponibles, le rapport entre flux de trésorerie disponibles, la manière dont ils se forment, le rapport avec les résultats nets, avec le résultat net à endettement nul, maîtriser tous ces éléments comptables, et puis aussi ce à quoi sert le flux de trésorerie disponible. Qu'est-ce que vous devez connaître, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré. Hein. Dans les notions qui sont importantes pour nous, il y a une notion qui est la notion de... Il y a pas mal de notions. Il y a la notion de flux de trésorerie disponible, et puis il y a les notions de EBIT et de EBITDA, d'accord? Et la notion de résultat net à endettement nul. L'EBITDA, attention aussi, c'est ce qu'on appelle quelquefois l'excédent brut d'exploitation. Et pour vous le dire, l'année dernière à l'examen, on verra peut-être un exercice à la fin, il y avait un exercice dans lequel il y avait marqué l'excédent brut d'exploitation est de temps. Je l'ai laissé comme ça, je n'ai pas marqué EBITDA ou je ne sais quoi, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est quelque chose qui ne tient pas compte de l'amortissement, qui est avant amortissement, d'accord? Donc à chaque fois, il faut quand même bien saisir toutes les notions. Voilà. Alors, ce qu'on appelle l'EBIT, c'est le résultat net à endettement nul. C'est Earning Before Interest and Taxes. D'accord? Et donc c'est ce que paierait, ce que obtiendrait, ce que l'entreprise aurait à distribuer si elle n'avait pas de dette, si elle n'avait que de l'equity. Donc n'oubliez pas que dans l'EBIT est comptabilisé et déjà déduit le montant notamment des amortissements. Très important, puisque c'est Earning Before Interest and Taxes, et l'EBITDA, c'est Earning Before Interest, Taxes, Depreciation en amortissement. Ok? Donc on a déjà enlevé les amortissements. C'est tout ce qui concerne les décisions réelles. Le flux de trésorerie disponible, on a aussi vu, et ça c'est... on a aussi vu que les flux de trésorerie disponibles, c'est l'EBIT brut. On enlève les impôts qu'on paye sur cet EBIT, ce qui ne correspond pas à la totalité des impôts, puisqu'il y a une partie des impôts aussi qui ne sont pas payés du fait de l'endettement, si vous avez de l'endettement, d'accord? Donc c'est bien EBIT multiplié par 1 moins T, moins delta K, ce que j'ai appelé moi moins delta K, ce que j'ai appelé delta K ici, ou ce que j'aime bien appeler delta K, c'est ce que j'appelle, dans un monde parfait, l'amortissement devrait correspondre à l'usure effective du capital, d'accord? À l'usure effective du capital. Donc si j'appelle delta la dépréciation du capital, c'est la fraction du capital qui est dépréciée. En fait, l'amortissement, on est d'accord qu'ici, c'est un amortissement qui est comptable. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est décrété de manière comptable. Et c'est bien ça. Le montant des amortissements doit finir par épuiser tout le capital. Et puis, moins les amortissements, d'accord, moins d'investissements. Les investissements, c'est les CAPEX, capital expenditure. Et là-dedans, c'est de l'investissement qu'on appelle de l'investissement brut. D'accord? De sorte que, quand je fais plus delta K moins I, en fait, tout ceci, c'est bien égal à moins la variation du capital physique de l'entreprise, du capital installé de l'entreprise, d'accord? Et puis, évidemment, l'autre logique, c'est de retirer le delta BFR. Rappelez-vous, pour y penser, le fait que votre chiffre d'affaires est différent de ce qui rentre dans vos caisses parce que vous pouvez avoir une dette client, une dette fournisseur, etc. Et donc, il faut tenir compte de ce BFR. On va y revenir aussi, on va voir que ça peut être utile de se rappeler de ça. Si vous raisonnez de la même manière et que vous raisonnez cette fois en EBITDA ou encore dans ce qu'on appelle le résultat d'exploitation ou l'excédent brut d'exploitation, d'accord? L'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation, l'EBITDA, lui, ne tient pas compte de l'amortissement. Donc la différence qu'il y a entre l'EBITDA et l'EBIT, c'est que l'EBITDA, c'est égal à l'EBIT plus l'amortissement, on est d'accord? Ou si vous préférez, l'EBIT, c'est égal à l'EBITDA moins l'amortissement, on est ok? Donc l'intérêt, c'est que l'amortissement, évidemment, il est déductible de la facture fiscale. Ok? La fiscalité, c'est un point important aussi de la finance d'entreprise, enfin de la fiscalité de l'entreprise. C'est que le régime d'amortissement a une importance considérable sur ce que l'entreprise paye effectivement comme impôt. Si vous amortissez tout en une seule période, ça signifie que les investissements sont déductibles, d'accord, de la facture fiscale. Donc selon la manière dont vous définissez le régime d'amortissement, accéléré ou pas,
vous permettez à l'entreprise de déduire de ses profits plus ou moins des investissements qu'elle a fait. Bon, donc c'est un point qui est essentiel. Et donc évidemment, vous voyez que du coup, comme l'amortissement est déductible de la facture fiscale, si vous écrivez le flux de trésorerie disponible, c'est la même définition en termes d'EBITDA, en termes d'EBE, okay, il vous faut rajouter plus T fois l'amortissement. Puisque l'amortissement, c'est l'EBITDA, c'est l'EBIT moins l'EBITDA. Vous refaites le calcul. Et puis, évidemment, ça c'est la manière dont le flux de trésorerie disponible se forme. Donc tout le temps avoir bien ça en tête, cette formule-là. Et puis la seconde équation, c'est l'autre équation, c'est pareil, c'est une équation d'un slide que j'avais déjà donné, qui nous indique à quoi sert le flux de trésorerie disponible. Donc le flux de trésorerie disponible, rappelez-vous, toujours le même baratin, il sert à payer des charges d'intérêt net d'impôts, d'accord? Il sert à réduire la valeur de la dette, à vous désendetter. Donc il faut bien mettre un moins delta VD, réduire la valeur de la dette, c'est bien ça, c'est bien vous désendetter. Donc moins delta VD, ça veut dire c'est bien utiliser du flux de trésorerie disponible pour le rendre aux créanciers obligataires. Donc ça c'est ce qui est rendu aux créanciers obligataires. Et puis l'autre partie, elle est destinée à quoi? Elle est destinée aux actionnaires, d'accord? Donc même principe. Le revenu qu'ils touchent, ce sont des dividendes, d'accord? Et puis, si vous leur achetez des actions, une autre manière, c'est de leur rendre du cash directement, directement, pas sous forme de dividendes, mais par exemple en rachetant des actions, et ceci revient à baisser la valeur des capitaux propres, d'accord? Donc à réduire ce que vous devez rendre aux actionnaires. Donc cette équation, elle est aussi très importante, elle vous indique comment est utilisé le flux de trésorerie disponible. Finalement, si vous connaissez ces deux équations, ces trois équations, vous avez compris cette logique-là, le reste, ça découle juste de tous ces principes-là et c'est relativement facile. Mais il faut y avoir un petit peu de... tout le temps les avoir en tête, d'accord? Comment se forment les flux de trésorerie disponibles et comment on les utilise. Ok, donc c'est des rappels, mais évidemment, c'est un point qui est important pour faire la suite et vous allez le voir tout de suite, d'accord? Alors on va commencer par la première méthode qui est la méthode du CMPC, coût moyen pondéré du capital. En anglais, on appelle ça aussi le WACC. Le WACC. Donc, c'est quoi d'abord le CMPC Le CMPC, on a déjà rencontré cette notion. On va simplement faire quelques rappels. On a défini le CMPC après impôt, donc R WACC ou R coût moyen pondéré du capital, comme étant le coût moyen pondéré du capital. Donc, le coût moyen pondéré du capital après impôt, c'est quoi? C'est la valeur des capitaux propres sur la valeur totale de l'entreprise que j'appelle V ici, hein, d'accord? La valeur des capitaux propres divisée par V, multipliée par, évidemment, ce que vous devez promettre aux détenteurs de capitaux propres pour qu'ils acceptent de détenir des actions, ce que j'ai appelé RCP, plus la valeur de la dette, d'accord, divisée par la valeur totale de l'entreprise, multipliée par le coût de la dette, ce que vous devez promettre aux créanciers obligataires pour qu'ils acceptent de détenir sa dette, en tenant compte évidemment de la fiscalité qui s'exerce et qui sont telles que les charges d'intérêt de la dette sont déductibles. C'est ça le coût moyen pondéré du capital. Ce que j'appelle le levier ici, d'accord, le levier c'est quoi? C'est simplement le fait que le levier, ce que je vais appeler ici le levier, le ratio petit l, c'est tout simplement la valeur de la dette rapportée à la valeur des capitaux propres. Donc, dire que mon entreprise a un levier constant, c'est expliquer quoi? Puisque c'est l'hypothèse qu'on va faire, qu'elle a un levier constant dans le temps, ça signifie que la structure de son bilan, d'accord, la structure de son bilan est inchangée, toujours la même. Le niveau de son bilan peut augmenter, d'accord, mais la structure est inchangée. C'est quoi cette structure? C'est pour 1 de capitaux propres, vous avez L de dette, d'accord, ok? Pour 1 de capitaux propres, vous avez L de dette, d'accord, et donc vous avez une valeur qui est 1 plus L. C'est ça la structure du bilan, ok? Donc rappelez-vous que, évidemment, n'oubliez pas que j'appelle levier ce ratio petit l, mais on peut aussi raisonner en termes de ratio d'endettement. Donc là aussi, le jour de l'examen, c'est pas que je cherche à vous planter spécialement, mais faut faire attention, si c'est marqué le ratio d'endettement est de 40%, ça signifie pas que le levier est de 40%, d'accord?
Donc, ce que j'appelle ici le ratio d'endettement, d'accord, c'est égal à quoi? C'est égal à L divisé par A plus L. C'est VD sur V, on est d'accord? Et donc c'est bien L, puisque L c'est VD, divisé par la valeur qui est 1 plus L. Donc le rapport qu'il y a entre D et L, c'est celui-là. Donc faites attention, d'accord? Et de la même manière, L, c'est égal à quoi? C'est égal à, c'est la quantité de dette. Donc vous avez D de dette, d'accord? Et si vous avez D de dette, vous avez 1 moins D de capitaux propres, puisque ce qui n'est pas dette est capital propre. Donc méfiez-vous aussi, selon que l'on raisonne en termes de petit L ou de petit D, de ne pas vous tromper. Ce serait un peu dommage de se tromper pour quelque chose qui n'est pas très important. Donc on est OK que finalement ce qui est indiqué là aussi au-dessus, on peut le réécrire de manière un peu différente. Hein. VCP sur V, c'est bien L divisé par 1 plus L RCP, plus... non, vous voyez, je commence moi-même à me tromper. C'est pas L divisé par 1 plus L, c'est 1 divisé par 1 plus L, plus L divisé par 1 plus L, c'est-à-dire D, multiplié par RD, 1 moins TIS. OK? Bon, deuxième... je vais revenir à écrire en noir, je ne sais pas pourquoi je suis en rouge aujourd'hui. La technique du CNPC consiste à utiliser ce coût moyen pondéré du capital pour actualiser les flux de trésorerie disponibles de l'entreprise. Donc c'est ça qu'on va voir, d'accord? Donc le principe, c'est de repérer les flux de trésorerie disponibles de l'entreprise et de les actualiser par le CNPC, le coût moyen pondéré du capital. Vous voyez qu'il faut comprendre ce qu'on fait dans ces cas-là. Donc typiquement, vous allez valoriser l'entreprise à la date 0, d'accord? Et ce qu'on avait vu de ce point de vue-là, c'est qu'il suffisait, dans un environnement certain, de considérer les flux de trésorerie disponibles de l'année 1, de les actualiser par 1 plus R CNPC, de faire la même chose avec les flux de trésorerie disponibles de l'année 2, cette fois de les actualiser par 1 plus R CMPC au carré, etc. Et puis autant qu'il y a d'années, on va faire ce type de calcul. Ok? C'est ça qu'on va faire. Il y a deux points importants à comprendre ici. C'est la question de la fiscalité notamment. La question de la fiscalité. En fait, nos méthodes, les méthodes que j'ai présentées, elles doivent être robustes à l'introduction de la fiscalité. Et la manière dont vous allez choisir la méthode dépend de la fiscalité. En tout cas ici, puisque dans la réalité c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous voyez que vous avez compris que le flux de trésorerie disponible, c'est quelque chose qui est indépendant de la fiscalité. Non, pas. J'ai mal dit. Qui est indépendant de la dette. Bien sûr qu'il dépend de la fiscalité, puisqu'il y a 1 moins T qui apparaît. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est défini. Le flux de trésorerie disponible, il est défini indépendamment de la politique financière de l'entreprise, en fait. D'accord? Dans la manière dont il se forme. Il ne dépend pas du montant de dette qu'on a choisi. Ok? Le montant de dette qu'on a choisi, dans cette formule, évidemment, on sait très bien que s'il y a de la dette, ça peut créer une valeur actualisée d'économie d'impôt. Donc ça crée de la valeur. Donc la création de valeur qui est là-dedans, il est dans le V0. D'accord? Et comment il se traduit là-dedans? Il ne se traduit pas au numérateur, il se traduit au dénominateur. Par le fait que le WACC, le coût moyen pondéré du capital, après impôt, vous voyez qu'il y a le terme 1 moins TIS, il baisse lorsque vous avez de la fiscalité du capital. La fiscalité des profits d'entreprise. Et donc, la manière dont la fiscalité intervient dans cette formule, c'est un point qui va être important, c'est au dénominateur, c'est pas au numérateur. La caractéristique du flux de trésorerie disponible, c'est que le flux de trésorerie disponible, il est indépendant de la politique d'endettement de l'entreprise. Puisqu'il ne rend compte, en fait, fondamentalement, que des flux réels qui portent sur l'entreprise, que de l'activité réelle de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on l'a calculé comme ça. Puis il y a un autre avantage aussi, c'est que le flux de trésorerie disponible, c'est quand même ce que vous avez en caisse à la fin de l'année. Et donc, c'est quelque chose qui se contrôle relativement facilement. Vous pouvez vérifier les billets qui ont été encaissés. Il suffit de regarder les mouvements sur le compte en banque de l'entreprise pour regarder le montant de flux de trésorerie disponible. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui ne se maquille pas facilement, par exemple. Bon, peut-être qu'on reviendra un petit peu là-dessus. Donc, c'est ça, la technique du flux de trésorerie disponible. Alors,
il y a un point qui est jamais évident dans ce genre de choses, c'est la temporalité. Et on va y revenir dans l'exemple. D'accord ? Vous voyez, c'est la valeur, je la calcule en 0, et puis le flux de trésorerie disponible, je l'inscris en 1 comme étant celui de la première année. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout évident, effectivement, et à chaque fois, vous devez vous poser la question. Quand on actualise un flux, c'est que le flux, évidemment, il est perçu à une date. Je vais supposer ça. Évidemment, dans la réalité, c'est un flux continu pour l'entreprise. Ok ? C'est un flux continu pour l'entreprise. Ici, moi, je vais devoir faire des hypothèses, et j'ai considéré que le FTD1, d'accord, soit il est touché de manière de faire. Il est touché avec un décalage de 1 an par rapport à la valeur à la date 0. Donc, je peux faire deux types d'hypothèses. Soit je dis que la valeur de l'année 0, elle est mesurée le 1er janvier de l'année 0. Et puis, j'explique que le flux de trésorerie disponible correspondant à l'année 1, il est mesuré, lui, aussi le 1er janvier, mais de l'année suivante, avant que la valeur V1 soit calculée. Ça peut être une première année de le lire. Dans ce cas-là, la valeur 0, c'est une valeur qui est ex-FTD0. Le FTD0, il a été versé avant qu'on calcule V0. Okay ? Première manière de faire. L'important, c'est qu'il y a un décalage de 1 année entre le moment où est calculée la valeur 0 et puis le moment où est perçu le flux de trésorerie disponible 1. Autre manière de faire, vous pouvez aussi dire que les valeurs et les flux sont comptabilisés en fin d'année. Donc, la valeur 0, c'est la valeur de l'entreprise au 31 décembre de l'année 0. D'accord ? Et le flux de trésorerie disponible de l'année 1, c'est le flux de trésorerie disponible qui est touché le 31 décembre de l'année 1. Juste avant, parce que peut-être que je l'ai mal dit, le V0, il est calculé à 23h59 et 59 secondes, d'accord, de l'année 0, donc il est calculé à la fin de l'année 0, ok. Et le flux de trésorerie disponible de l'année 1, lui, il est touché à 23h59, 0 secondes. Donc il y a bien 1 an de décalage, et quand vous allez calculer le V1, vous voyez que le V1, la nouvelle valeur à la date 1, sera une valeur qu'on peut appeler X, une fois le flux de trésorerie disponible de l'année 1 détaché. On est d'accord ? Ok ? Bon, ces questions-là sont pas si, dans la pratique, sont importantes, ces questions de décalage. À partir du moment où j'écris ceci de cette manière-là, je signifie en tout cas qu'il y a 1 an de décalage, d'accord, entre le moment où je calcule cette valeur et le moment où j'ai le flux. On va y revenir, c'est une question assez pratique. Puis, il y a aussi une autre question que vous pourriez vous poser. Ici, je n'ai pas parlé de la nature du risque. Évidemment, on a dit que le risque était le même. On a laissé entendre qu'il pouvait y avoir du risque. Donc, le flux de trésorerie disponible, il est incertain s'il y a du risque. D'accord ? Donc, dans la réalité, c'est pas le flux de trésorerie disponible à la date 1, vous ne le connaissez pas. Ce que vous êtes capable de calculer à la date 1, c'est une hypothèse, c'est une anticipation du flux de trésorerie. D'accord ? C'est pour ça que je mets ici E0 pour dire espérance à l'instant 0. D'accord ? L'espérance à l'instant 0. C'est comme ça qu'on le dirait mathématiquement. Ok ? Ça laisse entendre que, éventuellement, il peut y avoir des variations de valeur. C'est bien ce qui se passe dans la réalité, puisque la valeur des entreprises n'arrête pas de bouger. Il y a plein de raisons pour lesquelles elles bougent, mais notamment celle-là. On révise les anticipations qu'on fait des flux de trésorerie disponibles à venir. Cette question ici, non plus, dans ce chapitre, n'est pas trop présente sur la scène. Alors en fait, dans le chapitre, ça va prendre un tour assez concret, puisqu'on va étudier un brevet d'une entreprise qu'on appelle l'entreprise Déco. D'accord ? Donc ça, c'est le tableau absolument essentiel que vous devez comprendre pour étudier cette entreprise. Donc on est OK que dans cette entreprise, on nous présente un brevet, donc c'est un brevet qui s'ajoute à ce que fait d'abord l'entreprise. Donc vous voyez que ce brevet, il commence l'année 0 par des investissements. Donc l'investissement, en fait, il a deux natures. Il y a un investissement qui est un investissement en CAPEX, qui est un vrai investissement.
qui est un vrai investissement, qui est un investissement qui augmente le delta K, qui augmente la valeur de l'actif de l'entreprise. Donc cet investissement ici, il est de 24, d'accord? Évidemment, c'est bien quelque chose que l'on décaisse au cours de l'année 0. Mais aussi, vous voyez, il y a une autre forme d'investissement qui n'est pas une variation du BFR, mais qui est simplement le fait que vous allez devoir payer des gens à mettre en œuvre le projet. Donc mettre en œuvre le projet, c'est un investissement au sens économique du terme, mais c'est pas un investissement au sens comptable du terme, d'accord? La différence entre les deux, c'est que vous voyez que l'investissement ici, l'investissement en coûts administratifs et de R&D, ok, il se décompte des profits comptables de l'entreprise. Il réduit les profits comptables de l'entreprise. Donc en réduisant les profits comptables de l'entreprise, il réduit aussi la facture fiscale de l'entreprise. Alors que l'investissement, qui est un investissement qui augmente le stock de capital de l'entreprise, lui n'est pas soumis à une déduction fiscale. Okay, c'est pour ça qu'il apparaît en dessous ici. Donc du coup, évidemment, ces premiers éléments, vous voyez que ça permet de calculer tout ça jusque-là. Ça permet de calculer ce qu'on appellerait un EBE ou un EBIT DA, d'accord? Ok? Si vous rajoutez ça, vous obtenez ici ce qu'on obtient, c'est bien, si vous enlevez les dotations aux amortissements, c'est bien un EBIT, d'accord? Un EBIT, puisqu'on a enlevé les amortissements, d'accord? Et ce que vous obtenez ici, c'est un résultat d'exploitation. Ou encore, c'est un résultat d'exploitation, RE, je vais appeler ça RE, d'accord? Vous voyez que c'est là où je vous accorde que le vocabulaire n'est pas forcément évident. Hein. Le résultat d'exploitation, exploitation, c'est bien comme terme, parce que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est lié au flux physique de l'entreprise, quoi, d'accord? À l'exploitation de l'entreprise, effectivement, et c'est ça, ok? À son exploitation physique. Mais attention au fait que quelquefois ce qu'on peut appeler l'excédent brut d'exploitation, d'accord, correspond à la notion d'EBITDA, alors que la notion de résultat d'exploitation en français correspond à la notion d'EBIT. Peut-être que le jour de l'examen, choisissez le sujet en anglais, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, puisque vous n'êtes pas dans les subtilités de la langue française. Ça me semble plus clair en anglais qu'en français. D'autant qu'en anglais, n'oubliez pas que le EB de EBIT, ça ne veut pas dire excédent brut, ça veut dire earning before, d'accord? Donc ça peut introduire pas mal de confusion. Et si je vous dis ça, c'est que moi-même je peux tomber dedans. Donc, quand je prépare l'exercice, sinon je n'ai pas de problème par rapport à ça. L'autre jour, j'entendais, c'est une anecdote, j'entendais sur la revue de presse de France Inter, où le présentateur se plaignait du fait que pour monter une auto-entreprise, il fallait avoir des notions, qu'il y avait un questionnaire qui était posé, qui était un véritable obstacle à l'accès au statut d'auto-entrepreneur, notamment pour les gens qui voulaient, par exemple, exploiter un véhicule Uber. Et il disait, mais regardez, c'est scandaleux, on leur pose comme question, on leur pose des questions sur ce qu'est l'amortissement d'un véhicule. Je pense que c'est plutôt pas mal de poser des questions sur ce qu'est l'investissement d'un véhicule à quelqu'un qui va en acheter un et qui doit connaître la fiscalité qui va l'entourer. Et ça choquait le journaliste. Je trouvais que c'était plus important de leur apprendre les avenues de Paris, alors que ça se met directement sur le... Bon, c'est pas évident ces notions-là, à chaque fois il faut un peu jongler avec, et je sais que certains d'entre vous jonglent beaucoup mieux que moi avec tout ça. Après, ce que j'appelle le résultat net endettement nul, d'accord, c'est 1 moins T multiplié par les bits. Ça veut dire aussi ce que ça veut dire, c'est que on fait comme si l'endettement était nul, mais en fait il n'est pas nul, et donc bien sûr il y a de la fiscalité qui apparaît par ailleurs et qui n'est pas comptabilisée là. Okay, ça ensuite, évidemment, ça définit le résultat net endettement nul. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Donc ça c'est 1 moins T, les bits. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Maintenant, on doit tenir compte du delta K moins I, du delta K moins I, d'accord? Ce que j'ai appelé aussi moins delta K, d'accord? Donc cette fois, il faut enlever les amortissements, ajouter les amortissements, mais enlever l'investissement, le vrai investissement qui lui s'amortit. Vous voyez que
les amortissements, c'est ce qu'on appelle les dotations aux amortissements, évidemment. Ces dotations sont telles que l'intégralité de l'investissement est amortie sur une durée de 4 ans. D'accord? Donc on va voir d'ailleurs un cas peut-être, mais dans des cas où il reste une valeur résiduelle au capital, où tout n'a pas été amorti. Mais c'est bien ça le principe de l'amortissement, c'est que vous dites c'est l'usure du capital dont vous tenez compte dans l'exploitation de l'entreprise. Et donc vous devez les enlever du résultat d'exploitation, pour obtenir le résultat d'exploitation. Donc évidemment ici c'est un amortissement qui est de nature linéaire et qui se fait sur 4 ans. Donc la première année il n'y a pas d'amortissement, les dotations d'amortissement apparaissent ensuite. Bon, le BFR ici on ne vous en parle pas, il y aurait pu y avoir un BFR, mais il n'y a pas de BFR, on n'a pas besoin de fonds de caisse supplémentaires pour mettre en œuvre le projet, et donc on en déduit, donc ça serait, évidemment ça viendrait en négatif, moins le delta du BFR. S'il avait fallu mettre 100 € dans la caisse, eh ben on l'aurait enlevé, et on l'aurait certainement enlevé à la date 0, mais certainement récupéré à la date 4, d'accord? Puisque le BFR, c'est un besoin en fonds de roulement, donc il n'est pas amorti, il doit être récupéré à la fin de l'investissement. On verra aussi sur un exemple dans un exercice comment ça peut fonctionner. Et donc on en déduit le flux de trésorerie disponible. Vous voyez que le flux de trésorerie disponible, du coup, la première année, il est négatif, d'accord? Mais attention, il est négatif, mais pas simplement parce qu'on a un investissement physique, mais aussi parce qu'on a un investissement en termes de coûts administratifs et de R&D. Et les coûts de R&D ne sont pas considérés comme des investissements comptables, d'accord? Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et ensuite, on a ce flux de trésorerie disponible. Et puis, au bout de 5 ans, on n'a plus rien, d'accord? Donc, au bout de 5 ans, plus rien ne se passe. On n'a plus de création de valeur. Le projet est terminé. C'est un projet qui a une maturité de 4 ans, d'accord? De 5 ans. Point également important, donc c'est la question du timing des flux. Alors, sur la question du timing des flux, des fois, moi-même, je ne suis pas forcément clair, mais je pense que là aussi, j'ai envie de dire, attention, ayez ce réflexe-là à chaque fois, de vous dire, finalement, qu'est-ce qui se passe? On a le point 0, le 1, ça c'est les années. C'est pas les années, c'est les dates. Le 3, le 4, d'accord, et éventuellement le 5. Donc en 5, il ne se passe plus rien, d'accord? Donc ça, c'est l'échelle du temps, des dates. Donc on est OK que vous pouvez dire la chose suivante. Vous pouvez expliquer que ceci correspond à ce qui se passe. Ça, c'est l'année 0, d'accord? Ça, c'est l'année 1. Ça, c'est l'année 2. Ça, c'est l'année 3. Et ça, c'est l'année 4, d'accord? Ok? Donc, comment vous pouvez expliquer les flux? Moi, vous avez plusieurs manières de le faire, en fait, d'accord? Une manière de faire, et c'est celle que j'ai en tête moi, mais qui n'est peut-être pas la bonne manière de faire, il y a deux manières de faire. Première manière de faire, vous allez dire, en fait, la valeur V0, elle est calculée à cet endroit-là. Elle est calculée au 1er janvier de l'année 0. D'accord? Et le flux de trésorerie disponible de l'année 1, il tombe juste avant que la valeur de l'année 1 soit calculée. D'accord? C'est une première manière de faire. Vous pouvez dire ça. Et donc, vous voyez bien que dans votre temporalité, ici, là, vous allez calculer V2, V3, V4, d'accord? Ce qui correspondra, V1, V2, V3, V4, ce qui correspondra donc ça correspondra ici au flux de trésorerie disponible l'année 1, flux de trésorerie disponible l'année 2, flux de trésorerie disponible l'année 4, d'accord? FTD 4, et dans ce cas-là, vous voyez que le V4 sera égal à 0, il ne passera plus rien après. C'est une première manière de faire. Une autre manière de faire,
c'est de considérer chaque année, c'est peut-être mieux de le faire de cette manière-là, je vous laisse choisir, c'est de considérer chaque année, et ça va donner un résultat qui est équivalent en fait ici, c'est de considérer chaque année que l'année 0 que le V0 ici, que le FTD0 est comptabilisé à la fin de l'année 0, juste avant que vous calculiez le V0. D'accord? Ok? Et donc, l'année 2, là, la date 2, donc le 1er janvier de l'année 2, vous calculez en fin de l'année 1, vous avez l'évaluation du FTD1, d'accord? Et vous aboutissez ici. Ensuite, après, vous calculez la valeur V1 juste après, d'accord? Juste avant que l'année 2 ne commence. Et puis, vous pouvez le faire de cette manière-là. Et vous voyez que si vous le faites de cette manière-là, la vision elle est un petit peu différente, quoi. En fait, ça va donner le même résultat. Là, vous avez V2, etc. Mais vous voyez que du coup, juste avant l'année 4, là, ce que vous calculez à cet endroit-là, c'est le V2. Là, c'est le V3. D'accord? Et là, c'est le V4. D'accord? Mais après que le FTD3 soit tombé. Que le FTD4 soit tombé. Ok? Donc, je ne sais pas ce que vous préférez. Je ne sais pas ce qui est le plus peut-être réaliste, c'est de se dire finalement, la valeur, est-ce qu'on la comptabilise en début ou fin d'année? Moi, j'avais un peu tendance à me dire, c'est bien finalement de comptabiliser les stocks en début d'année, puis les flux en fin d'année. Mais peut-être que de dire comme ça, c'est plus facile à comprendre. En tout cas, vous devez bien avoir ça en tête. Et une manière de l'avoir bien en tête, c'est le facteur d'actualisation que vous utilisez. D'accord? Quand vous calculez le V0, le V0, il est calculé, il est ex FTD0, donc il est calculé après que FTD0 était versé. D'accord? Et donc, il va tenir compte du FTD1 avec un décalage de 1. D'accord? Du FTD2 avec un décalage de 2, etc. Jusqu'au d'où un décalage de 2, ça fait un facteur d'actualisation qui est au carré, on est d'accord? Jusqu'à le FTD3 et c'est cube plus le FTD4 qui est 1 plus R, c'est MPC à la puissance 4. Ok, donc moi je vous invite à chaque fois à bien faire attention à ces problèmes de poteau et d'intervalle et à chaque fois vous posez la question de la temporalité des flux et des stocks dans la manière dont vous comptabilisez les choses pour pas vous prendre les pieds dans le tapis. D'accord? Donc en tout cas, nous on est dans ce cadre-là. Oui? Non, mais le FTD1, il n'est pas très proche de F0. Il est touché en fin d'année, alors que le V0, il est calculé en début d'année. Il est touché en fin d'année 1, alors que le FTD0, le V0, il est calculé en fin d'année 0. Donc il n'est pas proche. Au contraire, il a 1 an d'écart. Donc on doit bien avoir un taux d'intérêt ici. Si on veut ramener cette valeur ici, il faut bien l'actualiser par un facteur d'actualisation qui est 1 sur 1 plus R, c'est MPC. Donc c'est ça le point. Ok? C'est bien ça le décalage. Et c'est ça auquel il faut faire attention. Et si je passe un peu de temps, c'est que moi-même, ça me paraît pas ça me paraît pas important, mais à chaque fois, il faut bien réfléchir à la cohérence de ce qu'on fait pour pas se tromper. La logique habituelle, ici, c'est toujours de décaler le flux de trésorerie disponible, le V0, d'écrire que le V0 n'inclut pas le FTD0. Donc il est calculé ex FTD0. D'accord? Et une des raisons qu'on a pour ça, c'est parce que si on l'actualise sur une infinité de périodes, ça va nous permettre de diviser directement par R. Ok? Si le temps était continu, les choses seraient plus simples. La réalité comptable, elle n'est pas continue non plus. Et les comptes, ils sont plutôt clôturés en fin d'année. Donc, quand on donne la valeur d'une entreprise, on la donne plutôt en fin d'année. Oui? Comment?
En fait, le problème, c'est d'être cohérent. Donc, c'est toujours d'avoir ce décalage de 1 et de comprendre que le V0, il correspond, il tient compte non pas du FTD0, mais du FT1, TD1. D'accord? Votre question est assez bonne parce que, justement, regardez, si je... je vais vous montrer que... alors, quand c'est pas précisé, c'est que cela va de soi et que on fait toujours de cette manière-là, d'accord? Mais regardez, par exemple, ici, c'est un exercice que j'ai donné, puisque c'est mon écriture. C'est le logiciel, c'est ce que j'ai écrit. Donc, je vais peut-être recopier totalement, hein, je ne vais pas regarder ce que j'ai recopié. Exercice 16, d'accord? C'est un exercice du livre, qui est repris du livre. Alors, justement, je mets à la fin tous les flux de trésorerie qui se produisent en fin d'année et les valeurs sont calculées en fin d'année. D'accord? C'est clair que les flux de trésorerie de l'année 1, d'accord, sont calculés en fin d'année 1. En fin d'année 1. Mais que la valeur de l'année 0 est calculée en fin d'année 0. Après que les flux de trésorerie de l'année 0 aient été encaissés. Peut-être que là, j'aurais dû ajouter et les valeurs sont calculées en fin d'année, et puis j'aurais mis mystérieusement pour brouiller les étudiants qui ne sont pas venus à mon cours, les valeurs sont calculées ex, en mettant ex en italique pour faire les traits, en latin, sont calculées ex flux de trésorerie disponible, après que les flux de trésorerie disponibles étaient versés. C'est toujours ce que je vais faire ici, je cherche pas à planter les étudiants avec des choses comme ça. On pourrait, mais c'est pas très intéressant. Surtout, c'est pas très constructif. D'accord? Donc, je pense que vous avez raison, mais précisément, c'est un point sur lequel il faut faire attention, c'est pour ça que j'y passe un petit peu de temps. Vous voyez que vous preniez ça, c'est-à-dire comptabiliser en fin d'année, ou ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire dire finalement le V0 il est comptabilisé au 1er janvier, d'accord, mais le V0 il est calculé au 1er janvier et le FTD0 il est calculé avant, il est là le FTD0 en fait, d'accord. Si dans ce truc-là, le FTD0 il est là, d'accord. Donc ça c'est l'hypothèse inverse. Je considère que tout est calculé en début d'année et que le FTD0 il est avant le V0. Donc le V0 est comme... Non, et ex FTD0 aussi, d'accord. Les deux vont donner le même résultat ici en l'occurrence. Les deux tableaux vont donner le même résultat. La comptabilité c'est plutôt le deuxième résultat, c'est-à-dire vous constatez les résultats en fin d'année. Ok. Et vous calculez la valeur d'entreprise à la fin de l'année. Le bilan vous l'arrêtez au 31 décembre, non? Vous l'arrêtez au 31 décembre après avoir comptabilisé les flux de l'année, d'accord. Donc vous faites exactement comme ça. Vous faites le compte de résultat ou je sais pas quoi, et vous comptabilisez pour l'année 1, puisque ça c'est la première année, l'année 1, c'est la première année. Vous comptabilisez par rapport à l'année 1. Vous comptabilisez le FTD, d'accord, 0, ça c'est l'année 0, pardon, vous le comptabilisez juste à la fin en regardant le compte de résultat. Ok. Bon. Alors, dans les faits, on va voir que finalement, parce que j'ai pas l'impression que dans le livre, ils nous disent quoi que ce soit. Dans le livre, ils nous donnent ce tableau, d'accord. Donc ce tableau, c'est bien ça, vous avez la première année 0, vous dépensez de l'argent, d'accord. Et puis au 31 décembre de l'année 0, vous calculez V0. Après avoir arrêté les comptes de résultats de l'année 0. Bon, donc voilà les comptes. C'est bon? Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Donc admettons que ce soit ça. Ok. On va dire que c'est la bonne manière de faire, comme ça, je me rappellerai bien pour l'année prochaine. Je dirais, on va faire cette hypothèse-là, c'est vraiment la bonne manière de faire. Les comptes sont arrêtés en fin d'année. De manière à tout le monde. Ça va. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quel CMPC? C'est quoi le CMPC? Donc on va faire une hypothèse. Le risque de marché du brevet RFID est celui de déco. Quand vous faites cela, ça signifie que l'exigence de rentabilité des investisseurs qui vont financer le brevet RFID, d'accord? En
fait, comme le risque est le même, eh ben, l'exigence de rentabilité est la même. Okay, donc c'est bien parce que le brevet a la même nature de risque que l'entreprise elle-même que vous pouvez utiliser le RCMPC de l'entreprise pour valoriser le brevet. S'il y avait davantage de risques dans le brevet que dans l'entreprise, il faudrait prendre un taux qui incorpore une prime de risque supplémentaire liée à la nature du brevet. Donc c'est conservateur. La structure du bilan est inchangée. Donc ça aussi, quand vous calculez le WACC, évidemment, comme le WACC, cette moyenne, c'est une moyenne pondérée, si vous voulez qu'elle reste constante, bah, il faut d'une manière ou d'une autre expliquer que les coefficients qui pondèrent RCP et RD restent les mêmes. D'accord ? Et puis en plus, on sait très bien que si le levier change, le RCP va lui-même changer. Donc quelque part, on voit bien que dans cette méthode, si on veut actualiser toujours par le même taux, il faut expliquer qu'il y a des choses qui ne changent pas. Ce qui ne change pas, c'est le risque. Et ce qui ne change pas, c'est le levier. Donc du coup, ici, on nous montre le bilan d'entreprise. D'accord ? Donc dans le bilan d'entreprise, il ne faut pas se tromper. Le bilan d'entreprise ici, c'est... vous allez raisonner en termes de dette nette. De dette nette. Dans le RCMPC, il faut raisonner en termes de dette nette. Donc la dette nette, c'est bien 300 de dette nette, puisque les 20 de trésorerie passent à droite dans le passif. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le RCMPC, le levier ici, il est de 1, d'accord? Ou le D est de 50%, à vous de choisir, d'accord, ce qui vous correspond le mieux. Bon, pour calculer le RCMPC, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre 50% de capitaux propres multiplié par le coût du capital qu'on nous donne ici. Donc encore une fois, ce coût du capital, c'est ce qu'exigent les actionnaires. Les actionnaires pour l'entreprise actuelle, dans lequel l'entreprise a 50% de dette et 50% de capitaux propres et a un actif économique donné. D'accord? Donc si vous changez le niveau de dette, évidemment, ça va changer le RCP. Et ici, on ne change pas le niveau de dette, on va garder le même levier. Donc ça fait 50% de 10%, d'accord? Plus 50%, puisque c'est le reste de la dette, multiplié par 6%, multiplié par, comme on nous a expliqué que le taux sur l'IS était de 33%, c'est ce qu'on avait vu dans le transparent précédent, multiplié par 67%, et vous trouvez un taux qui est de 7%, d'accord? 7,01, je ne sais rien, cherchez à avoir 2 chiffres pour faire les virgules. Voilà le RCMPC, ok? C'est très important que la structure du bilan soit inchangée pour que cette notion de RCMPC puisse s'appliquer à toutes les périodes. D'accord ? Donc, quand vous utilisez cette technique-là, il faut bien se rappeler de ça. Ensuite, création de valeur, voilà, vous vous rappelez, ce qu'on calcule, c'est la valeur à la fin de l'année 0, ok? Donc, quand vous allez calculer la valeur à la fin de l'année 0, vous allez tenir compte du E0 de FTD1 divisé par le facteur d'actualisation. Le facteur d'actualisation qui est quoi? Qui est le RCMPC. Donc ça, c'est juste E0, bon, le E0 en fait, mais E0, mais comme on le connaît, on a besoin de E0, divisé par 1 plus RCMPC, etc. Ok, plus jusqu'à ce qui se passe à l'année 4, d'accord, qui est le dernier 18,06. Ok, donc on a bien dans cette formule, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien actualisé le flux à venir par un facteur d'actualisation, et le premier flux à venir est décalé de 1 an par rapport à la date où on a calculé la valeur. On a calculé la valeur au 31 décembre de l'année 0. D'accord? Et donc, évidemment, elle va tenir compte du flux à venir, d'accord? Et le premier flux à venir, c'est celui du 31 décembre de l'année 1, donc 1 an plus tard. Donc vous l'actualisez par un facteur qui est un plus RCMPC. Vous comptabilisez l'intégralité des 4 fois où il y a une création de valeur et vous en déduisez la valeur du brevet. Cette valeur, c'est bien ce que moi j'avais appelé delta B. D'accord? La valeur nette, elle doit tenir compte du I. C'est delta B moins I. Mais attention, le I ici, il n'y a pas du I dedans, il y a aussi des dépenses de R&D. D'accord? Autrement dit, peut-être que vous pouvez le dire comme ça. La vanne, c'est delta B moins le flux de trésorerie disponible, d'accord, de l'année 0. Moins le flux de trésorerie disponible de l'année 0. Ok? Puisque dans l'investissement, il y a de l'investissement, je ne sais plus combien c'est l'investissement, c'était un investissement, je ne me rappelle plus du montant d'investissement. Du 24 milliards, c'est ça? 24 millions.
pas 24 millions, mais vous avez des éléments supplémentaires qui sont liés à ces dépenses de R&D. Donc, ce que j'ai appelé la vanne ici, c'est bien ça. Et ensuite, je mets ma formule de création de valeur pour que vous vous rappeliez tous que cette création de valeur à l'instant 0, d'accord, cette création de valeur à l'instant 0, cette vanne, elle est partagée par les actionnaires et par les créanciers obligataires. Donc les actionnaires, sous la forme, si vous êtes à l'instant 0, sous la forme éventuellement d'une augmentation du prix des actions, d'accord, et puis les créanciers obligataires, d'accord, sous la forme éventuellement d'une modification du taux d'intérêt, etc. Bon, ça c'est juste pour dire en plus, pour se rappeler le cadre général, puisqu'après on va essayer de voir précisément comment se partage la création de valeur entre les deux parties. Ici, cette partie-là, elle a toute chance d'être nulle, puisqu'on nous explique que ça ne modifie pas le risque de l'entreprise. Donc si ça ne modifie pas le risque de l'entreprise, c'est que ça ne modifie pas sa probabilité de faillite. Et donc si ça n'affecte pas sa probabilité de faillite, ça n'affecte pas le prix de ces obligations déjà émises. D'accord ? Donc delta Q est égal à 0. Donc l'intégralité de la valeur, delta V-I, va revenir aux actionnaires. Et c'est bien souvent le cas dans tous les cas qu'on a traités. C'était juste pour ajouter ça. Bon, donc voilà pour la méthode RCMPC. Vous voyez que dans cette méthode de RCMPC, on n'a pas du tout tenu compte de l'évolution de la dette de l'entreprise. On s'est simplement contenté de dire que le levier restait constant. Maintenant, on a compris qu'il y avait de la valeur qui était créée dans l'entreprise, et donc il peut être intéressant de regarder précisément ce que ça implique sur le niveau de la dette et sur la manière dont la dette va s'ajuster pour que le levier reste constant. D'accord ? Donc l'étape suivante, là ça y est, on a terminé la valorisation, on a trouvé le delta V. L'étape suivante, c'est de voir ce que ça implique sur le bilan d'entreprise. Le bilan d'entreprise, il se modifie le long du brevet, d'accord ? De manière à maintenir, enfin, il se modifie le long du brevet, et la structure est maintenue, le levier reste à 50%. Qu'est-ce que ça implique sur le niveau de dette ? Donc le levier est constant, 50%, et ça doit être maintenu durant toute la réalisation du brevet, c'est-à-dire de la date 0 à la date 4, d'accord ? Donc le problème, c'est de reconstituer le bilan. Donc comment va-t-on reconstituer le bilan ? C'est construire ce qu'on appelle le tableau des capacités d'endettement. C'est ça qu'il l'appelle dans le livre. Donc réfléchissons à ce que c'est. D'accord ? Déjà, quel est le bilan initial de V0 ? Puisque maintenant, je ne parle plus de delta V, je parle de V0. La structure de l'entreprise. On avait vu que l'entreprise, au départ, elle avait 600 qui étaient répartis en 300-300. Donc, elle a créé 61,16 de valeur. D'accord ? Delta V, c'est delta V moins I, bien sûr. Delta V moins I, sachant que I, c'est 61,16. C'est la création de valeur. Donc, cette création de valeur, elle doit se répartir à part égale. Si on veut que le levier se maintienne, il faut que les capitaux propres augmentent de 30,58 et que la dette augmente de 30,58. D'accord ? Donc, à la question, pour que le levier reste égal à 1,5, les 61,16 doivent être partagés comme les 600, à part égale entre capitaux propres et dette. Donc, comment est financé le brevet ? Vous voyez que le brevet, il est financé par 30,58. C'est quoi l'augmentation de la dette ? Parce que je vais expliquer que ce n'était pas du delta Q, puisque je suppose que l'ancienne dette est valorisée toujours de la même manière, c'est l'émission d'une dette supplémentaire. D'accord ? Donc, pour financer le brevet, d'accord ? Pour financer le brevet, si vous souhaitez maintenir le levier, il faut émettre une dette à hauteur de 30,58. Il faut émettre une dette à hauteur de 30,58. Donc la dette de l'entreprise, elle va augmenter de 30,58 au cours de l'année 0. Donc 30,58, c'est précisément, c'est le delta VD, c'est la dette émise, d'accord, à la fin de l'année 0 pour financer le brevet. Émise à la fin de l'année 0 pour financer le brevet. Donc le delta VD, VD0, donc c'est, je sais pas, c'est, allez, puisque j'aime bien écrire des bêtises, je vais dire c'est VD0 moins VD-1. D'accord ? C'est bien l'augmentation de la dette, mais en fait c'est une émission de dette. C'est bien une émission de dette. La manière dont la dette a augmenté entre l'année -1 et l'année 0. Alors,
pourriez vous dire, j'ai remis le singe, parce que l'autre jour j'ai réutilisé le singe, je me suis dit, il faut remettre le singe, je trouve ça assez drôle. La question c'est qu'est-ce qui va se passer, pas simplement pour l'année 0, mais ce qui va se passer pour l'année 0, pour l'année 1, pour l'année 2, pour l'année 3, etc. Et donc, vous avez compris que la valeur de la dette de l'entreprise, ce qu'on note comme étant VDT, la valeur de la dette de l'entreprise, ok, c'est bien D fois la valeur de l'entreprise endettée, enfin, avec D égale 50%, puisque le levier est toujours le même. D'accord? Le levier est toujours le même. Ok? Donc, quelle est la valeur de l'entreprise? On a cette formule qui est la formule de la valeur résiduelle. Si on veut calculer la valeur de la dette à n'importe quelle date, VDT, il nous faut calculer le VDT, quoi, le delta VDT, le VDT du brevet à toutes les dates. On l'a calculé pour l'instant 0, il faut le calculer pour l'instant 1, il faut le calculer pour l'instant 2, etc. Pour faire ça, c'est assez facile à comprendre. Regardez la temporalité qu'on a mis au départ. Tout est ici. D'accord? À quoi est égal V0? Regardez ce qui se passe ici. V0 c'est quoi? Ce que j'ai appelé V0 c'est uniquement la valeur du brevet. Hein. C'est pas la valeur d'entreprise, mais le V0 du brevet. Il est égal à la somme des flux à venir. Mais il est aussi égal à FTD1. Ça, c'est le premier, d'accord? Mais vous voyez que, évidemment, FTD1, il est touché en fin d'année, et immédiatement après, vous calculez le V1. Donc, V0, il est aussi égal à FTD1 plus V1 divisé par 1 plus R CMPC. D'accord? Ok? De la même manière, V3, à quoi est égal V3? Donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que dans nos équations de valeur, en fait, c'est juste récursif. La valeur à l'instant 0, c'est FTD1 plus, regardez dans le tableau qui est là-haut, vous voyez que le V0, il est calculé là. Le V0 vous donne droit à un paiement de FTD1 à la fin de l'année 1 et à une valeur résiduelle V1 qui est calculée à la seconde suivante. Donc le V0, c'est simplement le FTD1 plus le V1 actualisé par 1 plus R CMPC. À quoi est égal le V3? Le V3, il est égal, selon la même formule, il serait égal à, voilà, à FTD4 plus V4. Mais à quoi est égal V4? V4, c'est la fin du brevet. Le brevet disparaît après, d'accord? Donc, la valeur résiduelle du brevet en l'année 4, d'accord? En fin d'année 4, elle est nulle, puisque le brevet n'existe plus. Il n'y a plus de valeur résiduelle. Le brevet, il est terminé, il est liquidé. Donc, le V3, il est égal simplement à FTD4 divisé par 1 plus R CMPC. Ça, c'est vrai parce que le brevet, il a une maturité, exactement comme une obligation qui a une maturité. À un moment, ça n'a plus de valeur. Donc, si le V3 est égal à ça, ok, vous voyez que le V3, vous pouvez le déduire du FTD4. Le FTD4, vous le connaissez. À quoi est égal le V2? Le V2, il est égal au V3 plus FTD3 divisé par 1 plus R CMPC. Et donc, en procédant à rebours du temps, vous pouvez le faire dans les deux sens. À quoi est égal le V2? Non, à quoi est égal le V1? Le V1, il est égal au FTD2 plus, voilà, plus V2 divisé par 1 plus R CMPC. Excusez-moi, ça fait un peu petit. Donc, vous avez compris, en regardant les flux, comment vous pouvez déterminer la valeur du brevet, non seulement à l'instant 0, on l'a déjà calculé, on a trouvé, je ne sais plus combien c'était 61, quelque chose, par cette formule. Et vous pouvez bien sûr utiliser la même formule pour le calculer à toutes les dates, en tenant compte de ce qui reste. D'accord? Soit, vous avez deux manières de le faire, comme je viens de le faire en partant de la fin,
en allant à rebours du temps, en prenant le V4 et en déduisant le V3, puis le V2, puis le V1, etc. Et puis évidemment ça colle, soit en écrivant cette même équation, mais décalée dans le temps, en tenant compte bien sûr du fait qu'il y a une valeur résiduelle qui est de plus en plus faible. D'accord? Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est juste calculer la valeur résiduelle. C'est juste calculer la valeur résiduelle. C'est ce que je viens de faire ici. D'accord? Donc pour calculer la valeur résiduelle, vous voyez que ce que j'ai dit, c'est que le FTDT, le VTD, il est égal au FTDT plus VT plus 1D. Ça vous va ça? La formule? Ce que j'ai dit, qu'est-ce que je dis? Je dis par exemple que V0, j'ai dit que c'était égal à quoi? VD0, j'ai dit que c'était égal au flux de trésorerie de l'année combien? 1 plus le V1D divisé par 1 plus R CMPC. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'en fait le singe se grattait la tête, parce qu'il n'a pas aimé là, il n'a pas aimé le T plus 1 là. D'accord? Il n'a pas aimé le T plus 1. Il s'est demandé d'où venait le T plus 1. Et il avait raison de se gratter la tête, c'est pour ça qu'il est content après, parce que il se rend compte que c'est pas grave. Mais peut-être que justement, vous voyez que là aussi, alors je sais pas si. Peut-être que là aussi, il faut regarder dans l'édition anglaise, anglo-saxonne, qu'ils se prennent un peu les pieds dans le tapis entre fin de l'année, début de l'année. Je pense pas quoi, qu'ils se prennent les pieds. En tout cas, ok, le bon résultat c'est bien ici, mais c'est une question de temporalité. Il faudrait bien, dans cette formule elle est juste, mais il ne faut pas mettre T ici, mais il faut mettre. Non, il faut mettre T plus 1. Non, T plus 1 c'est juste, c'est là où il faut mettre T plus 1. D'accord? Ok? Pour que ça fonctionne. Ok? Donc c'est juste un ajustement. On est d'accord que, du coup, on est ok qu'on peut déduire V4 qui est égal à 0, V3, V2, V1 et V0. Ok? En faisant ce petit calcul récursif. Ou bien, vous pouvez le faire, si vraiment vous aimez ça, vous pouvez le faire bêtement. Et le faire bêtement, c'est simplement dire que V3 c'est égal à, c'était quoi, 18,6, c'est ça? Non, c'était pas 18,06. C'est 18,06 divisé par 1,07, d'accord? C'est ça, le flux de trésorerie disponible, c'est 8,06. Semble, le taux, le WACC, c'est 7%. Ça, c'est V3. V2, c'est égal à 18,06 divisé par 1,07 plus 18,06 divisé par 1,07 au carré, d'accord? V1, c'est égal à 18,06 divisé par 1,07, on s'ennuie un peu, hein, plus 18,06 divisé par 1,07 au carré, plus 18,06 divisé par 1,07 au cube, d'accord? Et puis V0, on l'a déjà calculé, d'accord? Vous pouvez le faire. Ou soit, vous pouvez le faire de manière plus intelligente, en expliquant ce que j'ai fait, en partant du V3, et puis à partir du V3, en disant le V3, le V2, le V0 et le V1, de manière à ce que ça fonctionne. D'accord? Donc on a trouvé la valeur résiduelle du brevet, et pour trouver cette valeur résiduelle du brevet, on a utilisé la formule qui est là-haut, d'accord, qui est modifiée, qui nous dit simplement que ceci, qui nous dit ça, je l'ai écrit là, puisque comme elle était fausse, c'est que j'ai fait un peu 1 plus R CMPC, ici, dans ce qui me concerne, le FTD T plus 1, d'accord, plus VT plus 1 D, d'accord. Et c'est bien cette temporalité-là qui compte dans ce que je fais. Enfin, je pense ne pas m'être trompé. Donc c'est comme ça qu'il faut le présenter. Encore une fois, si vous considérez que la dette est calculée en fin d'année, d'accord, c'est la dette qui est calculée en fin d'année et qui est émise en fin d'année, d'accord, qui est émise en fin d'année. Donc du coup, j'en déduis quoi? J'en déduis la capacité d'endettement induite par le brevet RFID, d'accord? En fait, j'ai calculé la valeur résiduelle du brevet, VTD, c'est cette ligne-là, 61,16, 47,39, 32,65, 16,88, et 0. D'accord? Et 0.
Parce que l'année 4, il n'y a plus rien. L'année 4, il n'y a plus rien. Et ensuite, vous avez une capacité d'endettement. L'endettement doit représenter la moitié de ça. La valeur de la dette, c'est la moitié, puisque c'est la formule du levier. Donc celle-là, il faut rajouter T plus 1 pour qu'elle soit juste. On rajoute T plus 1 ici. Par contre, ça, c'est bien ce qu'il faut écrire. C'est D égale 50%. D'accord? Donc la première année, c'est bien ça qui nous avait permis de conclure que l'endettement devait être de 30,58. Vous en êtes à hauteur de 30,58. La deuxième année, il vous reste que 23,69 de dette. La troisième année, 16,32. L'année 3, 8,44. Et la dernière année, 0, puisque vous avez remboursé toute la dette et que le projet est éteint. D'accord? Ok? Donc, évidemment, maintenant que vous avez aussi compris que pour tenir ce tableau d'endettement, eh ben, il faut ajuster, puisque ça, c'est la valeur de la dette. Donc, il faut ajuster la dette de cette manière-là. Il faut l'ajuster de cette manière-là, de manière à maintenir le levier constant. Donc, l'ajuster, ça veut dire qu'il faut rembourser de la dette, d'accord? Puisque vous voyez que la dette baisse ici. Et puis, il faut faire, bien sûr, charge face aux charges financières liées à la dette au cours de l'année, qui viennent s'ajouter et se déduire de votre facture fiscale, point qu'on va explorer un peu plus loin. Donc on a réussi à montrer quel était le niveau de dette induit par le problème. Donc là aussi, faites attention, il faut aussi bien comprendre ça, c'est que cette fois, d'accord, exactement de la même manière, ce que j'ai appelé D0, la dette, ok, parce que la dette à l'instant 0, elle rentre là, d'accord, elle est comptabilisée en fin d'année. Et cette dette donne lieu à un versement d'intérêt à la fin de l'année suivante. On est d'accord? Vous payez les intérêts après coup, on ne paye pas les intérêts en début de dette. Vous payez les intérêts à terme échu, une fois que la période a été passée. Donc on les paye à la fin de l'année suivante. Donc c'est uniquement à la fin de l'année suivante que vous allez avoir un RVD0, d'accord, qui va apparaître dans les charges de l'entreprise. Ok? Donc ça aussi c'est important, on va le voir quand on comptabilise. Donc ça signifie notamment que, vous voyez que juste avant l'année 5, juste avant le 1er janvier de l'année 5, d'accord, la dette s'annule à la fin, mais bien sûr vous avez, avant qu'elle s'annule, un dernier remboursement de dette à effectuer, et puis éteindre votre dette, la dette qui est restée, il en reste beaucoup, il en reste 8, et puis une charge d'intérêt associée à cette dette. D'accord? Vous avez aussi une échéance qui est payée juste à la fin de l'année 4, d'accord? Juste à la fin de l'année 4. Ok. Combien nous reste-t-il de temps? 10 minutes, d'accord. Bon, donc je crois qu'on a terminé avec le CMPC. Donc le CMPC, on n'avait pas besoin de calculer cette capacité d'endettement. C'est juste pour dire, de manière sous-jacente, de manière implicite, il y a derrière un calendrier de la dette qui est associé. Et ce calendrier de la dette, il va nous être utile pour les autres méthodes, notamment pour la méthode suivante, qui est la méthode de Havana. C'est quoi la méthode de Havana? La méthode de Havana, c'est une méthode qui tient compte de l'équation que j'ai écrite là-haut, qui est l'équation du Modigliani-Miller avec fiscalité. Vous avez la valeur de l'entreprise endettée, c'est la valeur de l'entreprise non endettée, plus la valeur actualisée des économies d'impôt. La question, c'est que si vous utilisez cette technique, il faut calculer le VU. Donc le VU ne tient pas compte de la dette. Et il faut calculer aussi la valeur actualisée des économies d'impôt. Et là, pour le coup, pour calculer la valeur actualisée des économies d'impôt, il faut connaître le calendrier de versement des intérêts. Uniquement des charges financières. Pas des remboursements principaux, mais uniquement des charges financières. C'est pour ça que, précédemment, je l'ai calculé parce que ça va nous faciliter la tâche maintenant. Donc c'est quoi le VU? Imaginez que l'entreprise ne soit pas endettée. Comment on calculerait sa valeur? La valeur du brevet, c'est pas la valeur de l'entreprise, c'est la valeur du brevet. Vous avez une entreprise qui n'est pas endettée et on peut calculer la valeur du brevet. Quelle est la valeur en endettement nul du brevet? La valeur en endettement nul du brevet, vous allez faire comme s'il y avait l'endettement, sauf que le WACC que vous allez utiliser, c'est le RU, c'est-à-dire c'est un WACC avant impôt. C'est un WACC avant impôt. Alors attention, un WACC avant impôt, c'est pas un RCP. Ça serait un RCP s'il n'y avait vraiment pas de dette. D'accord? Donc ici, le WACC avant impôt, c'est pas le RCP, parce qu'en fait, il y a une dette. Et il y a une dette, on sait que la dette,
c'est 50% de dette et 50% de capitaux propres. Il me semble que le RCP était de 10%, c'est ça, non? C'était combien? 10%, ok. Et puis, le RD, il est de 6, d'accord. Donc ça nous fait un RU qui est de 8%, ok. Ce RU, il est plus important. Ce RU, il est plus important parce qu'il n'incorpore pas l'économie d'impôt. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que, d'abord, pour qu'on puisse appliquer ce résultat, il faut aussi, pour que le RU soit bien ça, et qu'on puisse utiliser cette formule, il faut aussi que le levier soit constant. Parce qu'il faut que le L se maintienne, d'accord? Le RCP, on le connaît, on nous le donne, c'est le RCP qui correspond à un levier de 50%. Donc cette technique, elle requiert aussi le fait que le levier soit constant, sinon il faudrait changer le WACC, le WACC avant impôt, le RCPC avant impôt, au fur et à mesure que vous changerez le levier. D'accord ? Et donc, vous comprenez qu'ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu d'actualiser les flux par le WACC machin, vous allez l'actualiser par le RU. Et donc, vous comprenez aussi que comme le RU est supérieur au RCMPC, puisque le RCMPC, c'est le RCMPC après impôt, d'accord ? Le RU supérieur, il vaut 8 alors que l'autre vaut 7%. Quand vous allez actualiser, ça va vous donner plus de valeur. Moins de valeur. Moins de valeur, d'accord ? Et c'est bien sûr le cas, parce que vous savez que le VU, il est inférieur au V2, au VD, puisque entre les deux, il y a la valeur actualisée de l'économie d'impôt. Donc, dans cette formule, FTD divisé par 1 plus RU, vous voyez que vous ne tenez pas compte de l'impôt, en fait. Vous ne tenez pas compte. Puisque l'impôt n'apparaît pas au FTD, enfin la dette, c'est pas l'impôt, vous tenez compte de l'impôt, pardon. C'est encore une fois une erreur. Vous ne tenez pas compte de la dette, puisque le FTD, lui, il est défini indépendamment de l'endettement d'entreprise, d'accord ? Et le RU, c'est d'après Bodigliani et Miller quelque chose qui ne dépend pas de la politique financière de l'entreprise. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui ne tient pas compte de l'endettement de l'entreprise. Donc évidemment, c'est assez logique de lui ajouter quelque chose pour tenir compte de la valeur actualisée de l'économie d'impôt. C'est bien ce que vous dit la formule VD égale VU plus VA des éco-IS. D'accord ? La différence avec la méthode du RCPC, coût moyen pour des réalités capitales qu'on a vu précédemment, c'est que précédemment on a intégré toute la fiscalité dans le dénominateur. Ici on l'a intégré nulle part. La dette, on l'a intégré dans le dénominateur. Ici on l'a intégré nulle part. Donc on va l'intégrer comment ? On va l'intégrer en ajoutant la valeur actualisée de l'économie d'impôt. Ok. Calcul du RU, on l'a fait. Donc on a vu que c'était 8%. Ok. Actualiser les flux de trésorerie disponibles au taux RU. Puisque les flux de trésorerie disponibles ne dépendent pas de l'endettement de l'entreprise, ben ça va vous donner un certain niveau qui est simplement le VU. Ici, c'est un VU 0. D'accord ? C'est un VU 0. On ne va pas avoir besoin de calculer un VU1 ou des choses de ce genre-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de calculer la valeur actualisée de l'économie d'impôt. Donc, on a tous les éléments pour le faire. Pour ça, il faut calculer la charge d'intérêt à chaque période. Puisque ce qui est déductible de l'impôt, c'est pas le remboursement de la dette, c'est uniquement la charge d'intérêt. Donc, l'année 0, vous avez 30,58 de dette. D'accord ? Quelle est la charge d'intérêt ? La charge d'intérêt qui correspond à 30,58, c'est 1,83. C'est simplement 6% de 30,58. C'est la charge d'intérêt pour l'année 1 correspondant à la dette l'année 0. Ok ? De la même manière ensuite, vous savez, parce qu'on l'a calculé précédemment. J'ai bien dit parce qu'on l'a calculé précédemment. Parce qu'on l'a déjà déterminé. On sait que pour maintenir le levier, il faut ça comme dette. Vous pourriez me dire, mais d'où vous me sortez le tableau de la dette ? C'est parce que j'ai déjà utilisé une autre technique qui m'a permis de le déduire. Donc c'est peut-être un point faible ici de la méthode. D'accord ? On a l'impression que ça se mord un peu la queue. Effectivement, c'est ça. D'accord ? Avec ça, je peux déduire que 23,69, ça va me donner 1,42 de charge d'intérêt, etc. Et puis, l'année 3, c'est l'année où je vais finir par éteindre ma dette, je n'ai que 0,51. Je calcule les économies d'impôt, je multiplie tout ça par, l'étape après, c'est je multiplie tout ça par 33%, puisque c'est bien l'économie d'impôt qui correspond, et j'en déduis
les économies d'impôts correspondant à chaque année. Ensuite, c'est un flux, il faut que je calcule la valeur actualisée. Donc la question c'est, qu'est-ce que j'utilise pour calculer cette valeur actualisée? Ces économies d'impôts, c'est un flux. Et c'est un flux qui est lié à l'application d'un levier à taux constant. Donc, ce que je veux dire, c'est que les charges d'intérêt, elles ont le même niveau d'incertitude que la valeur du capital économique de l'entreprise. D'accord? Elles supportent du risque. Ici, on ne parle pas du risque, mais il y a bien du risque dans l'entreprise. C'est bien la raison pour laquelle RCP est différent de RD. D'accord? Donc, il y a bien une prime de risque qui est à donner. Vous voyez que ce flux, il est incertain. Parce qu'il dépend, l'entreprise, elle se fixe un niveau de levier, ça c'est certain, d'accord? 50%. Mais ensuite, le niveau d'endettement, il dépend de la manière dont la valeur de l'entreprise évolue. Il évolue comme la valeur du brevet, et donc comme la valeur de l'entreprise. Et donc le risque qui est associé à ces économies d'impôts, c'est aussi le risque de l'entreprise. Donc vous devez l'actualiser par quoi? Vous devez l'actualiser par le RU. D'accord? C'est pas une valeur, c'est pas des économies d'impôts certaines, puisqu'elles sont liées à la pratique d'un levier d'endettement constant, et donc d'un niveau d'endettement qui dépend du risque de l'entreprise. Donc le facteur d'actualisation est appliqué, c'est simplement le RU et certainement pas le RD, puisque ces économies d'impôts ne sont pas certaines, parce que vous pratiquez une politique à levier constant. Donc si vous faites ça, d'accord, quel taux d'actualisation? C'est ce que je viens d'expliquer. Vous allez choisir RU, d'accord, et donc vous allez actualiser par 8%, et vous allez trouver 1,34 million, d'accord, à l'instant 0. Donc la vanne, c'est quoi? 59,82 plus 1,34, 61,16. Donc là, mon chat est retombé sur ses pattes. On aurait pu penser que ça allait pas marcher parce que... mais non, mais ça marche mathématiquement, d'accord. Donc on était sûr que à la fin, on retrouve bien le même niveau de valorisation que dans la technique précédente. Et précisément, c'est aussi en cohérence avec le fait qu'on a le même tableau d'endettement que dans la stratégie précédente, d'accord. Et les deux sont complètement liés. Donc quand on jette le chat en l'air, on sait très bien qu'à la fin, il va retomber sur ses pattes. Sauf si on s'est trompé. Enfin, d'accord. C'est mathématique comme résultat. Maintenant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'incertitude. L'incertitude, on l'a traitée comme si elle n'existait pas, etc. Mais on est bien dans cette optique-là. Donc on pourrait le démontrer mathématiquement, mais on n'est pas là pour faire des mathématiques. On obtient le même résultat, et si le chat retombe sur ses pattes, c'est pas du tout un hasard, c'est parce que la méthode est cohérente. Et vous voyez que la méthode est un peu bizarre, parce que pour réussir à la mettre en œuvre, il a fallu que on calcule le tableau d'endettement avec la méthode précédente. Donc vous pourriez vous dire, mais c'est pas très opérationnel comme technique. Parce qu'avant de la faire, il faut utiliser la méthode précédente. Pourquoi pas utiliser directement la méthode précédente? C'est une bonne remarque. C'est peut-être la raison pour laquelle il faut peut-être pas utiliser cette méthode, mais c'est une manière de réfléchir aussi. On n'est pas du tout rentré en fait dans le détail de la fiscalité pour calculer le RCMPC. On a mis tout dans les éco-IS. Là, on a dû en parler quand même de la fiscalité. Donc c'est l'avantage de cette méthode. On verra ça après la pause. Je vous propose qu'on fasse une petite pause.